Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 21 de l'émission Jaf ta mère de l'association Équité Parentale sur RLP 102.3 FM ainsi qu'en direct sur Internet. Aujourd'hui, un spécial action avec le 5 septembre 2020, une petite manif avec un siège symbolique de l'Assemblée nationale dont nous parlerons avec l'interview de plusieurs organisateurs. Nous parlerons aussi de la PPL 3163 déposée par Nicole Sanker et ses collaboratrices afin d'essayer d'instaurer la résidence alternée par défaut. Et tout ça, ce sera après une intervention de monsieur Thierry Lavergne qui nous expliquera comment, en tant que professionnel, médecin, il faut expliquer aux enfants ce qu'est un divorce et une séparation. Tout ceci après les actualités. Voilà. Vous êtes sur RLP 102.3. Et tout de suite, pour commencer, les rencontres avec les élus du mois de l'association Égalité Parentale. Donc, nous allons démarrer avec Jean-Pierre Dour, député LR du Loiret, vice-président de la commission des affaires sociales, qui est convaincu et qui va voir ce qu'il pourra faire avec d'autres députés de son groupe. Nous avons également rencontré monsieur Romain Pinchon, attaché parlementaire de Yael Braun-Pivet, député LaREM des Yvelines, président de la commission des lois. Il reconnaît que la loi égalitaire de mars 2002 n'aboutit pas dans la pratique à une résidence alternée pour les pères. Il est observateur. Il recherche des infos sur les autres pays européens plus en avance et va nous pousser des noms d'élus à rencontrer de sa part. Nous avons également rencontré Gilles Legendre, député LaREM de Paris, qui est très au fait de la problématique du peu de résidences alternées. Il est pragmatique. Il va essayer de nous aider concrètement à faciliter les entrées dans les ministères, fédérer les députés, etc. Monsieur Julien Borovzik, député LaREM de Loire, vice-président de la commission des affaires sociales. C'est notre troisième entretien avec lui afin d'étudier la meilleure stratégie pour assembler des députés de tous bords. Monsieur Jean-Carl Grelier, député LR de la Sarthe aux affaires sociales. Il a été avocat aux affaires familiales durant 15 ans et il a été témoin donc de la partialité des juges et des jugements injustes. Il est convaincu de ce que nous essayons de faire. Il nous apprend que dans la région du Mans, les juges statuent déjà sur une résidence provisoire plus avec la mère pour les enfants en très bas âge, puis alterner quelques temps après. Donc visiblement, on pousse, et peut-être que les lois que nous sommes en train de pousser sont un peu par endroit en application avant d'être votées, ce qui est bon signe. Valérie Six, députée UDI du Nord, membre de la commission des affaires sociales, qui succède à Francis Vercamer, qui est devenue maire. Elle est à fond pour l'ARA, elle va échanger avec madame Oconi, qui a déposé la PPL 3163 de Nicole Sanker, et voir comment on pourra faire pour trouver une niche parlementaire. Voilà, la politique politicienne, il faut aussi en faire, c'est comme ça que ça avance. Et voilà, ça avance un petit peu. Espérons que ces messieurs-là ne nous oublieront pas le moment venu. Vous êtes sur RLP 102.3. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, la question du jour avec monsieur Thierry Lavergne, pédopsychiatre en service public et psychanalyste sur Aix-en-Provence, qui va nous expliquer comment s'adresser à nos enfants durant une situation de séparation. Monsieur Thierry Lavergne sur RLP 102.3, pédopsychiatre en service public à Aix-en-Provence et psychanalyste en libéral. La question du jour sera cette fois-ci, comment expliquer le divorce, la séparation à un enfant? Éclairez-nous s'il vous plaît, dites-nous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Expliquer le divorce, la séparation, c'est expliquer que la situation ne sera plus à l'avenir comme elle était auparavant.
déjà, donc il n'y a pas de raison de l'expliquer avec des mots autres que les mots qu'on utilise pour l'expliquer aux copains, aux parents, on utilise les mots de tous les jours et on laisse la possibilité à l'enfant de poser des questions si certains mots ne sont pas compris. Ce qui est important pour l'équilibre de l'enfant, c'est qu'il comprenne que c'est un changement, que ça a été décidé entre adultes, qu'il n'y est pour rien, que ces choses-là se font parce que les adultes l'ont décidé et que de toute façon, chacun des deux adultes restera le parent de l'enfant, un des deux parents de l'enfant. Pour que les choses soient encore plus lumineuses pour lui, il faut expliquer aussi comment on s'est rencontrés. Une séparation trouve plus de sens quand on en explique quand on explique l'origine de la rencontre. C'est-à-dire que expliquer à l'enfant qu'il y a eu une rencontre, de l'amour, le désir d'avoir un enfant, eh bien ça va être en soi extrêmement rassurant pour lui sur le fait qu'il a une bonne raison d'exister, d'être sur Terre, et que malgré la séparation, il continuera à garder deux parents qui seront proches de lui. D'accord. Merci Monsieur Lavergne, à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Vous êtes sur RLP 102.3. Passons donc maintenant aux choses sérieuses avec l'insupportable et ce contre quoi nous luttons. Les effets de bord des séparations mal gérées en France au XXIe siècle, quand ça part en vrille, et ben voilà, ça fait comme ça. Vous êtes sur RLP 102.3. Le témoignage de la semaine sur RLP avec Anne-Marie. Anne-Marie, vous me racontiez que votre fils est allé essayer d'avoir son fils pour un droit de visite. Racontez-nous un peu. Il a le droit à son fils pendant les périodes de Noël. Donc, il habite en Corse. Il prend le billet d'avion aller-retour pour lui et son fils. Il loue une voiture à Marseille. Il fait les 400 km pour aller chercher son fils et arriver chez la maman de notre petit-fils. Il y a porte close. Il n'y a pas d'enfant. Donc, il se dirige comme millions de papas à la gendarmerie pour signaler non-représentation d'enfant. Et le gendarme appelle la maman, lui dit mais le papa de l'enfant a le jugement, il a le droit d'avoir son fils. La maman répond que de toute façon elle le laissera pas. Donc mon fils repart, il refait 400 km, il reprend l'avion et il arrive en Corse. Et on est le 25 décembre. On a l'arrière-grand-mère de 87 ans qui attend son arrière-petit-fils. Donc moi, je suis la grand-mère. Je me dis, je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Je vais essayer de lui faire comprendre que c'est une femme et que elle est en train de priver tout le monde. Donc je l'appelle 7 fois. 7 fois où elle répond pas. Par contre, les 7 fois où je l'ai appelée, elle a porté plainte contre moi pour harcèlement. Moi, j'ai 60 ans, j'ai toujours payé mes impôts, j'ai toujours été une femme droite, je suis aide-soignante. Et je me suis retrouvée il y a un mois en arrière en garde à vue. On m'a pris mes empreintes, on m'a pris mes tatouages. Et là, ça fait 4 semaines qu'on attend le verdict. Voilà. La NRE n'a pas été pris en compte. Par contre, les 7 appels téléphoniques ont été pris en compte. Voilà. C'est ce qui se passe en 2020. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà, ça agace, hein. Eh bien, c'est le témoignage d'Anne-Marie. Anne-Marie qui est une des organisatrices de la manifestation d'un mouvement qui se prépare pour le 5 septembre et dont elle a accepté de nous parler. RLP 102.3 avec Jaf Tamer et aujourd'hui Anne-Marie, car il semblerait qu'il se prépare quelque chose le 5 septembre. Anne-Marie, vous êtes là ? Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, effectivement, le 5 septembre, une grande manifestation pour les enfants avant tout. Un enfant, 2 parents. C'est ce qui devrait être dans toutes les têtes et dans tous les cœurs. Donc on va se réunir à Paris pour sauver nos enfants qui sont dans une détresse morale parce que séparation, parce que les juges, les avocats n'appliquent pas les lois tout simplement. Vous êtes, je crois, un collectif avec une page Facebook qui s'appelle comment ? La page de Facebook s'appelle Un enfant, 2 parents. Nous sommes à peu près à une demi-heure près, nous sommes à peu près 400 personnes
Après, nous avons quelques associations qui sont avec nous. Je pense que, en toute sincérité, je pense que le 5 septembre, on sera plus de 300, 400 personnes minimum. Bon, et donc vous voulez faire le siège de l'Assemblée nationale, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Symboliquement, bien sûr. Alors, nous sommes. J'ai une tendance à dire, je suis un papa. Mais avant tout, je suis une femme. Avant tout, je suis une grand-mère. Mais je suis dans le cœur des papas. Et donc, on va pas là-bas pour se faire remarquer par une violence, se faire remarquer par des slogans complètement inadéquats avec notre conviction. On va faire du sitting. On va expliquer le pourquoi nos enfants sont en danger, tout simplement. Nous sommes des gens pacifiques, des gens intelligents, des gens avec du cœur, des gens avec une envie de revoir nos enfants. Alors dites-nous, pourquoi vous, en tant que grand-mère, vous êtes révoltée ainsi et vous allez vous bouger le 5 septembre? Expliquez-nous un peu. Je suis avant tout une femme qui a 4 enfants. Ces enfants sont grands. Ils ont eu eux-mêmes des enfants. J'ai une petite fille qui a 9 ans aujourd'hui. J'ai eu le droit de l'avoir dans les bras 5 minutes quand elle avait 1 mois. J'ai un petit-fils qui a 4 ans. Je peux avec beaucoup de chance, j'arrive à l'avoir 1 fois par an. Voilà. Mais avant tout, je suis une femme. Et en tant que femme, je vois mes fils pleurer. Et ça, c'est insupportable. Ouais, je comprends parfaitement. Eh ben, écoutez, pour vous rejoindre, donc on va sur Facebook, on cherche le nom de la page qui est, rappelez-nous. Un enfant, 2 parents. Voilà. Les organisateurs, c'est vous, Anne-Marie. Il y en a d'autres. Toiti. Oui. Kernanou, Pedro, mais les noms de famille, je peux pas vous les dire. D'accord. Normalement, j'ai pas le droit. Bon, voilà. Bien entendu, la manifestation est déclarée. Bien sûr. La préfecture a déjà répondu, elle a accepté la manifestation. Alors, on a reçu un email aujourd'hui qui nous dit que ça va arriver dans les 48 heures. D'accord, ok. Donc effectivement, c'est une opération qui est légale et le 5 septembre, à quelle heure? À partir de 10 heures. À partir de 10 heures le matin, un siège symbolique de l'Assemblée pour demander le respect de l'égalité parentale de l'article 1 de la Constitution qui instaure l'égalité homme-femme, le respect du CIDE, de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit qu'un enfant a 2 parents et qu'il ne faut pas le couper d'une de ses familles. Il ne faut pas avoir une résidence et un parent majoritaire et un parent secondaire, mais bien 2 parents pour que les grands-parents, les cousins, les oncles, les tantes, tout le monde puisse avoir accès, que l'enfant puisse avoir accès à toutes ses composantes familiales. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. En fait, on demande pas d'argent, on demande pas de changement spécialement de changement de loi. On demande juste que les lois qui ont été faites soient appliquées. Absolument. Voilà. Que les gens fassent leur travail et appliquent la volonté du législateur. Tout à fait. Écoutez, nous sommes sur la même ligne, nous vous suivrons de près et nous tiendrons les auditeurs informés de tout ceci. Merci Anne-Marie. Merci. Merci beaucoup. Au 5 septembre. Au revoir. Vous êtes sur RLP 102.3. Bon, nous ne pouvions pas en rester là. J'ai donc pris contact avec un autre organisateur, Touati, et je lui ai demandé de nous accorder un peu de son temps afin de discuter de ce petit projet et de cet événement à venir. Et donc, maintenant, un deuxième organisateur de cette manifestation du 5 septembre avec Touati. Touati, tu es là? Oui, je suis là. Alors, vas-y, explique-nous. Bonsoir. Le 5 septembre, pourquoi et comment? Dis-nous. Alors, déjà, le pourquoi. Alors, le pourquoi, on se déplace face à cette injustice, que la plupart on va dire des parents excluent de la vie de leurs enfants, les difficultés qu'ils rencontrent à pouvoir voir leurs enfants. Alors, de par la lenteur de la justice, de par les mensonges, de par l'aliénation parentale, de par les avocats, de par les services de police qui traitent pas nos plaintes, un peu tout ça. Et donc, à partir du 5, le 5 déjà, on va faire un sitting devant l'Assemblée nationale. On va interpeller les députés. Bon, un samedi, on peut dire qu'il n'y a pas grand monde, mais le principal, c'est de tous se retrouver pour pouvoir organiser déjà pour se rencontrer, parce qu'on vient de toute la France. Et par la suite, on va s'organiser pour faire des actions locales.
Donc on compte en faire déjà le 5 septembre. Ensuite, entre-temps, on va essayer de faire des actions locales comme on sera bien organisé. Et à partir du 26, on envisage de refaire un rassemblement devant l'Assemblée nationale, ou pourquoi pas faire un parcours si ça ramène du monde. Donc après, on a des revendications simples. On cherche pas à révolutionner quoi que ce soit, on demande pas une nouvelle loi, on demande jusqu'à ce que les lois soient appliquées. Donc quand on arrive au JAF, qu'on attend 10 mois pour avoir un rendez-vous, une fois qu'on a le rendez-vous, on piétine dans les pas perdus pendant 2-3 heures d'attente pour passer un quart d'heure devant le JAF. Ne pas avoir la parole, ça dure en moyenne 4-5 minutes, on ressort, on est frustré, quoi. Après, il y a le travail des avocats qui nous convient pas. 2500 balles d'avocat, 10 minutes. Voilà. Voilà, exactement. Donc il y a le travail des avocats qui ne convient pas, parce que moi, ce que j'ai constaté de mon histoire personnelle et de l'histoire personnelle des membres du groupe, c'est que les avocats, la première fois qu'on va les voir, donc ils nous écoutent, ils nous reçoivent, c'est bien. Ils travaillent sur le dossier, ils nous font une conclusion. Mais une fois qu'il y a des problèmes, ça commence à s'enchaîner. La deuxième fois qu'on passe, ils vont faire un copier-coller, ils vont rajouter 2-3 pièces, et puis c'est tout ce qui va se passer. Et puis en plus, ils donnent pas les pièces, les avocats n'échangent pas les pièces. Bon, il y a des avocats qui sont bien, qui envoient à la partie adverse les nouvelles pièces, donc on a le temps de s'organiser, de se défendre. Mais il y en a qui les donnent dans les pas perdus le jour même ou la veille. Comment voulez-vous qu'on se défende? Devant les portes de l'audience, tout à fait, là, au dernier moment. Voilà. C'est ça. Au dernier moment. Donc quand on se retrouve devant le juge et puis qu'on entend l'avocat de la partie adverse débiter des bêtises, et puis qu'on est là, qu'on n'a plus le droit à la parole parce que notre avocat a déjà parlé, et puis que nous, on a parlé, mais on a droit à 2 minutes, on se fait couper la parole. Je suis désolé, c'est pas être jugé. Et puis on a l'impression d'être jugé. Après, on va pas stigmatiser les femmes, on va pas dire oui, c'est les papas. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et en général, c'est ceux qui ont la garde, et en général c'est surtout les femmes. Mais après il y a des hommes qui obtiennent la garde par ces moyens-là. Donc nous on représente tout le monde, les papis, les mamies, les mamans, les oncles, les tantes. Dans notre groupe on est de tout. Ensuite on a le problème du commissariat. Le commissariat, on comprend pas pourquoi quand on va au commissariat, il y a un service familial, on est reçu au bureau des plaintes. Au bureau des plaintes, ils prennent la plainte, ils compatissent pendant un quart d'heure, ils tapent la plainte. Si on n'a pas de signification ou pas de jugement, déjà il n'y a pas de plainte, c'est une main courante. Et ensuite, quand il tape la plainte, elle est toujours classée sans suite. Pourquoi ne pas porter, il y a un service familial, pourquoi ne pas être reçu directement au service familial, qui prenne son téléphone, qui appelle l'aliénant, et qui l'appelle, qui lui dit ramenez l'enfant. Si vous ramenez pas l'enfant, c'est une garde à vue où on vient vous chercher. On va rappeler à tout le monde que les droits parentaux sont de fait à la reconnaissance de l'enfant, même sans jugement. Hein. Le JAF n'attribue pas les droits parentaux. À partir du moment où on reconnaît son enfant, nous avons les droits parentaux. Donc s'il y a enlèvement parental ou disparition, la police, les gendarmes ont obligation de prendre la plainte, même s'il n'y a pas de jugement. Le problème, c'est que tu confirmes, c'est qu'ils ne le font pas. Non, ils ne le font pas. Quand on n'a pas de jugement et on a un jugement sans signification d'un huissier de justice qui nous rajoute des frais, non seulement on doit payer l'avocat, mais en plus on doit payer l'huissier de justice pour le faire signifier, notifier. Si on arrive au commissariat, on a le jugement en bonne et due forme, mais il n'est pas signifié, ben non, ils ne prennent pas la plainte. Donc on rentre chez nous. Qu'est-ce qu'on a aussi comme problème? On rencontre énormément de problèmes. Qu'est-ce que je peux vous parler? Je peux vous parler les ASE. Il y a le problème des ASE. Bon, ça c'est plus le problème en général, c'est des femmes quand ils sont retirés la garde des enfants pour les récupérer. Tout ça, c'est tout un bordel et c'est une seule personne qui décide. On a les enquêtes sociales. Oui, alors on va expliquer un petit peu. L'ASE, c'est l'ASE. Lorsqu'il y a conflit parental et que les parents ne s'entendent pas, les services sociaux viennent, prennent les enfants, gagnent 200, 300, 400 € jour pour s'occuper du dossier, ne les relâchent jamais. Les enfants finissent placés et on sait comment ça se termine pour eux. Tout ça parce que en fait les parents ne sont pas capables soit de s'entendre, mais surtout que les lois ne sont pas appliquées. Ça se termine comme ça, voilà. Et il y a aussi de l'idéologie, qu'on a constaté nous aussi via nos témoignages dans l'émission. Tu parles d'enquêteurs sociaux, d'experts psychologues, d'experts psychiatriques. Est-ce que vous avez l'impression dans votre collectif que vous êtes traités à égalité et comme il le faut? Absolument pas. Absolument pas, parce que l'aliénant est manipulateur et narcissique. Donc ça fait quand
quand il arrive, en général, une enquêtrice sociale ou un enquêteur social, moi, quand je pensais que c'était un collège, que c'était quand dans enquêteur social ou enquête sociale, il y a social, je pensais il y a des assistants sociaux, des travailleurs sociaux. Moi, ils ont envoyé une psychologue qui a à peine 25 ans, 28 ans, qui, je suppose, n'a même pas d'enfant, c'est moi qui a demandé l'enquête sociale. L'enquête sociale, je l'ai relancée parce que on arrive à la fin du délai. Elle fait quoi? Elle prend rendez-vous, elle va voir mon ex-femme et en fin de compte, elle prend fait et cause pour elle. Donc quand on lit son dossier et en fait, le JAF, quand on arrive devant le JAF, il exécute à la lettre ce que l'enquêtrice sociale a dit. Donc si l'enquêtrice sociale raconte n'importe quoi, si on lui raconte n'importe quoi, elle prend tout sur argent comptant. Quand le seul papier qu'elle m'a demandé, j'ai dit, moi je répondrai à vos questions si vous lisez mes documents. Elle avait une liste de questions à me poser. Enfin, en général, je parle pour mon cas, mais en fait, c'est pour tout le monde. Hein. Oui, non, mais on va rappeler aussi que les experts ont obligation de prendre compte les documents qu'on leur communique et de les joindre à leur rapport. Et ils ne les prennent pas. Jamais. La seule chose qu'elle a pris comme document, c'est ma fiche de paye pour pouvoir dire quel salaire je touche. C'est ça, c'est qu'en fait, ils viennent, ils nous demandent combien on gagne, et ça s'arrête là. Exactement. Voilà. Exactement. Et quand on reçoit l'enquête sociale, on la reçoit en général. Moi, je sais que je devais passer au JAF, je crois, il me semble que c'était au début février. Elle est venue me voir en début septembre. Je l'ai relancée pour avoir l'enquête sociale pour pouvoir me défendre ou pouvoir voir ce que je pouvais faire avec. Eh ben non, je l'ai reçue en janvier et une semaine, 2 semaines après, je passais, mais je suis tombé des nues. Je l'ai lu une fois, je la connais par cœur. Donc, il y a ce problème-là, il y a énormément de problèmes. Il y a les déménagements. Les déménagements, le parent qui a la garde exclusive qui déménage sans prévenir personne. L'enfant se retrouve à des centaines de kilomètres. Si quelqu'un n'a pas les moyens de se déplacer toutes les semaines, surtout si le parent qui a la garde ne fait aucun effort, petit à petit, le lien il est coupé. Ce n'est pas possible. Effectivement, là encore, tu vois, nous on demande à ce qu'il ne soit pas possible de faire déménager un enfant sans l'accord de tous les titulaires de l'autorité parentale. On ne prend pas un petit ou une petite pour aller chez sa mère à 1000 kilomètres en empêchant l'autre parent de le voir. Ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. Exactement. Il y a autre chose. Il y a la prise en compte des NRE. Il y a une NRE, c'est classé sans suite, classé sans suite, classé sans suite. On vient de parler à Anne-Marie. Pour Noël, elle a pas eu son petit-fils. Par contre, elle a appelé son ex-belle-fille 7 fois. Elle a fini en garde à vue, tu vois. Donc, ça, les témoignages comme ça, j'en ai plein. C'est exactement ça. Quand il y a une séparation, pourquoi ne pas faire une convention, une séparation entre adultes qui sont normalement, parce que moi j'appelle ça des cerveaux malades, mais ceux qui sont normaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir une médiatrice, ou ils vont voir, je sais pas, entre avocats, ils prennent un avocat, ils signent une convention pour pas couper le lien. C'est trop facile. On a vécu avec une personne 15 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ou je ne sais, 5 ans. Une fois qu'on se sépare, la personne part avec l'enfant, et du coup, l'autre parent n'arrive pas à voir son enfant. Et quand on demande un passage au JAF, il y a 10 mois d'attente. On attend 10 mois, mais en attendant, le lien, il est coupé. Encore, t'es gentil, à Montpellier, il y a 10 mois, mais tu vas en banlieue parisienne, tu montes à 2 ou 3 ans, hein. Exactement. Et quand on arrive devant le juge, en fin de compte, oui, l'enfant n'est plus habitué à l'autre parent, il va falloir des visites médiatisées. Alors là, maintenant, le parcours du combattant, déjà... C'est ça. Alors ça, je le confirme aussi, quand les droits ne sont pas respectés, au jugement d'après, on réduit les droits. Exactement. Et ensuite, quand on nous impose les visites médiatisées, donc quand on reçoit les visites médiatisées, on se dit c'est chouette. Enfin, c'est chouette non, parce qu'on a droit que 2 heures tous les 15 jours. Voilà, devant une caméra, comme les drogués et les criminels. Ouais. Voilà, exactement. Et quand on arrive pour demander nos droits, donc naïvement, on se dit c'est bon, la semaine prochaine je vais voir mes enfants. Non, on téléphone. Ah ben excusez-nous monsieur, il y a trop d'attentes. Dans notre structure, il y a pas assez de place, on a trop de familles. Donc on attend 3, 4, 5 mois pour pouvoir passer. Et une fois qu'on a le rendez-vous pour avoir un entretien, encore faut-il que le parent qui a la garde prenne le rendez-vous la même semaine que nous, le même mois que nous, et ensuite ils établissent le calendrier. Or, le calendrier, quand il est établi, il s'est déjà passé, après le jugement, il s'est déjà passé au moins 6 mois. Moi, je parle du cas de Montpellier, hein. Il s'est passé 6 mois. Et ils nous disent bien sur le règlement, si elle la ramène pas ou il la ramène pas une fois sur 2, le dossier n'est pas clôturé. Une fois sur 3, le dossier n'est pas clôturé. Par contre, s'il la ramène pas 3 fois de suite, le dossier il est clôturé. Le parent qui a la garde, qu'est-ce qu'il fait? Il la ramène une fois sur 3. Et il n'y a pas de suivi.
Donc il n'y a pas de suivi. Il y a des psychologues qui sont là, ils sont là pour 1 heure ou 2 heures, ils discutent avec l'enfant, ils essayent de négocier parce que le parent aliénant, il est pas fou, parce qu'il ramène l'enfant et il lui dit il faut faire ça, la main sur le visage, faut pas prendre de photos, faut pas prendre ci, faut pas prendre ça. Et puis il y a tout ce qui se passe autour. Et quand ça part en vrille et que madame dit tu ne reverras plus ton enfant, statistiquement, elle a 50% de chances d'y arriver et c'est absolument intolérable et insupportable. Voilà. Ok, donc manifestation le 5, tu penses qu'il y aura du monde? Oui, on est bien parti, on essaie de réunir du monde. Moi, je fais un appel aujourd'hui, je fais un appel solennel à tous les groupes qui sont constitués sur Facebook, tous ceux qui luttent contre l'aliénation, tous ceux qui sont pour les droits des pères, tous ceux qui sont pour les droits des mères. Aujourd'hui, on a réussi à avoir. Il nous a rejoint un collectif de mamies qui ont mis une pétition. On appelle toutes les associations, malgré qu'on ne compte pas sur elles, parce que ça fait des années qu'elles sont là, elles n'ont jamais rien fait pour nous. On appelle tout le monde. C'est fini le politiquement, les lobbying et attendre des politiques. Les politiques, ça sert à rien. Maintenant, il faut se bouger. Parce que ce qu'il y a, c'est que tous ceux qui ont lutté pour une cause, ils sont sortis dans la rue. C'est pas en faisant du lobbying ou en faisant du local, on peut le faire, mais il faut du national, il faut être vu, il faut rassembler. Et il faut que ça fasse boule de neige. Et en général, tous ceux qui sont dans cette situation, ils ont peur pour leur dossier. Donc, ils ont peur d'être vus. Moi, je le dis, le 5, aujourd'hui, la situation, elle est propice. D'une, on a un nouveau ministre, et de 2, on peut passer inaperçu vu qu'on doit porter des masques. Donc, tous ceux qui ont peur pour leur procédure d'avoir des problèmes avec le juge, oui, je veux le préciser, ça. Ouais, bah tu vois, là, on s'enregistre. Aujourd'hui, on est vers la mi-août. L'émission passe vers la mi-août, la moitié du mois d'août. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveau confinement en septembre. Ça se passera bien. Exactement. Exactement. Donc, tous ceux qui disent, je suis en procédure, je vais avoir des problèmes, au cas où il y a des caméras, ou au cas où il y a un problème, ou tout ça, bah non. Et vous inquiétez pas, parce que une paire de lunettes, une casquette, ou même un chapeau, avec le masque, personne ne vous reconnaîtra. C'est anonyme. Bon, de toute façon, il faut aussi avoir l'angle politique. C'est pour ça que nous, on relaie les actions de Thierry Berger, notamment. Mais Équité Parentale est là pour relayer, synchroniser, coordonner les manifestations sur le territoire français. Donc forcément, on est avec vous. Donc on vous passe à l'antenne. On parlera de vous, on vous suivra, on informera les gens. Puis effectivement, on passe un appel à nos organisateurs pour qu'ils aillent aussi avec vous pour le 5, avec, comme on a prévu par la suite, de faire des actions en local pour aller sous les fenêtres des acteurs locaux pendant qu'ils travaillent, c'est-à-dire faire des manifestations devant les tribunaux le jour des audiences pour qu'ils aillent bosser en passant devant nos affiches. On n'a pas pu le faire en mai à cause du confinement, mais généralement on en fait une par an. Et puis en janvier, les préfectures pour appeler aux préfets qu'il faut dire aux gendarmes et aux policiers de prendre les plaintes de tout le monde, de ne pas choisir et de traiter tout le monde absolument de la même manière, sans discrimination homme-femme, et que l'État est censé garantir le respect de la Constitution, de l'article 1 de l'égalité homme-femme. Voilà. Exactement. Il faut penser, il faut mettre l'enfant au premier plan, parce que l'enfant, il perd un parent, alors qu'il l'aime au plus profond de lui, mais pour pas décevoir l'autre parent, et il est obligé de rejeter l'autre parent. Et tout ça, ça peut finir sur des drames. Il y en a qui ont tout perdu, il y en a qui ont fait des bêtises, il y en a qui ont fait... Donc il faut absolument que... mais il y en a qui se comportent très très mal avec eux-mêmes ou envers les autres. On nous parle de beaucoup de faits divers dans les médias, on ne les contextualise jamais. On va rappeler notamment que s'il y a autant de suicides dans la police, et là je parle en connaissance de cause, c'est pas parce qu'il y a trop de voleurs ou qu'il y a trop de terroristes, c'est parce que c'est bien sûr beaucoup de problèmes familiaux et qu'ils n'arrivent pas à voir leurs gosses et qu'ils donnent la moitié de leur solde à quelqu'un qui s'occupe d'un gamin qui ne va quasiment jamais. Donc ça, il faut quand même le dire, et c'est absolument insupportable. Et je vais te dire, si jamais on imposait la conciliation et qu'on faisait la résidence alternée par défaut, mais qu'est-ce qu'on économiserait comme pognon? Et qu'est-ce qu'on désengorgerait les tribunaux? Parce que je crois qu'on est à 70% d'occupation des tribunaux pour ces histoires-là, pour ces crépages de chignons de la famille. Moi, je me suis posé la question, j'ai étudié un petit peu tout ça. Moi, ce que je sais, enfin, à mon humble niveau, je suis magasinier cariste, j'ai aucune prétention. Moi, tout ce que je sais, c'est que entre 60-70% des frais de fonctionnement du tribunal, c'est dû aux affaires familiales. Parce que le reste, ça rapporte pas d'argent. Donc, tout ça,
Après, c'est à vérifier. Les tribunaux sont pas lucratifs, ils gagnent pas d'argent, mais disons que ça marche pas, tu vois. Si jamais ils arrivent pas à s'occuper des vols, de ce genre de choses, c'est aussi parce que nos problèmes de mariage qui ne tiennent pas dans la durée, et ben les surchargent et leur empêchent de bosser pour tout le reste. Il faut quand même le dire, hein. Il faudra s'en occuper un jour. Bon. Exactement. Okay. Et puis le travail des avocats, il faut dénoncer ces avocats. Il faut qui font miroiter des choses, qui prennent leur argent. Le pire, c'est que je me suis aussi amusé à faire un calcul. En prenant l'aide juridictionnelle, en général, les aliénants, ils ont l'aide juridictionnelle. Par contre, la victime, celui qui ne voit plus ses enfants, il va payer tout de sa poche parce qu'en général, ça travaille. Et sur l'aide juridictionnelle, là, c'est grand maximum 800 €, 900 €. Vous leur enlevez les charges, il leur reste combien? Les frais de fonctionnement, il leur reste pour 300 €, ils détruisent des lits. Ah non, mais l'aide juridictionnelle, c'est une aumône pour faire croire que les pauvres sont bien défendus. Nous sommes d'accord. Voilà. Tiens, juste pour savoir, t'en es à combien de frais, toi? Moi, j'en suis entre 15 000 et 20 000 € en 4 ans pour avoir vu 3 heures ma fille, 3 fois 1 heure ma fille, en médiatisé avec la main sur le visage. J'ai même pas pu la prendre dans mes bras. Après, moi, j'aime pas trop parler mon cas personnel. Non, c'est tout uniquement ça. Je te demandais que ça. C'est bon, c'est fini. Voilà. Ok, Toiti, on se tient au courant et peut-être dans 2 semaines. Dans 2 semaines, j'espère bien que vous serez là. Et merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir écouté. À bientôt, merci. Allez, merci. Au revoir. Vous êtes sur RLP 102.3. Tout ceci ressemble grandement à ce que nous avions fait il y a 2 ans. Le principe de la page Facebook, le groupe organisateur, le fait de vouloir se déplacer parce que les grosses associations parisiennes qui coûtent très cher n'ont absolument rien fait pour nous. Vraiment, ça ressemble beaucoup à nos thèmes principaux. Nous avons donc commencé à en parler entre les cadres d'équité parentale et notamment une petite discussion avec Toumani. Toumani qui tient, bien qu'étant au bureau de l'association, il est aussi avec eux. Comme c'est bizarre et comment on se retrouve. RLP 102.3 avec Toumani. Toumani qui était déjà avec nous cet hiver. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Et vous? Et toi? Ah écoute, ça va. Un peu muselé là, mais j'ai acheté un masque où on voit la bouche, ce qui permet de sourire aux caissiers dans les magasins. C'est un avantage. Voilà, pour garder la bonne humeur. Dis-moi donc, toi, tu es au bureau d'équité parentale, tu es avec nous depuis super longtemps. Est-ce que tu seras le 5 à Paris? Est-ce que tu es dans ce mouvement? Oui, je serai là le 5 septembre, présent devant l'Assemblée nationale de 10h à 18h, comme prévu. Donc, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue? Toi, tu en fais donc partie, tu es même allé, disons-le, tu fais partie des organisateurs. Explique-nous un petit peu, avec tes mots à toi, ce qui va se passer le 5. Le 5, ce qui va se passer, c'est d'abord un rendez-vous. Un rendez-vous qui est pris par pas mal de personnes de tout âge et de toute catégorie sociale confondues, qui ont un point commun. Et le point commun, c'est la rupture des liens avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et cela depuis des années, en étant embourbés dans des démarches judiciaires interminables. Donc déjà, c'est un rendez-vous, entre des personnes qui ont ce point commun. Et la deuxième chose, c'est d'essayer d'attirer l'attention de l'opinion publique, mais aussi un peu des médias, mais surtout du législateur, pour lui rappeler que il existe des situations qui se comptent par centaines de milliers en France, qui concernent aussi bien des enfants que des parents qui veulent maintenir le lien. Et ça me paraît assez ironique que dans un pays comme le nôtre, on fasse la sourde oreille vis-à-vis de ce sujet, malgré les conséquences terribles qui ont lieu chaque jour. Voilà. Donc ça sera un petit coup de gueule. Voilà. Ok, donc nous allons faire symboliquement le siège de l'Assemblée. C'est ça. Avec un sitting symbolique. Un sitting symbolique avec des banderoles. On va lancer notre réseau équité parentale. On va essayer de voir qui c'est qui vient faire quelque chose et puis on essaiera d'enchaîner sur les actions locales un peu plus tard dans l'automne. Ok. Est-ce que tu es au courant de cette pétition aussi très bien faite qui tourne sur les placements, qui a actuellement recueilli 17 179 signatures, toi, en tant qu'éducateur, d'ailleurs, tu es l'association Communiquer pour Vivre, la présidente Sylvie Castro, ça te dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien du tout, tu me l'apprends. Bon, écoute, je la posterai sur la page Facebook,
Mais toi aussi, tu confirmes, je crois, hein, ce qu'on avait dit avec Monsieur Jean-Pierre Winter et Monsieur Gérald Néran, que la place du père est très attaquée par la société. Donc il y a des ruptures de liens et des séparations conflictuelles avec un dysfonctionnement de la justice qui font que malheureusement, dans un nombre croissant de cas, l'ASE, les placements à l'enfance interviennent et là, ça dégénère et ça devient incontrôlable. Oui, mais je le confirme en tant qu'éducateur spécialisé déjà, qui a été amené à travailler dans pas mal de structures qui se retrouvent justement payées par le département pour assumer ces ordonnances de placement provisoire, hein, parce que, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, il ne peut y avoir de prise en charge dans un foyer ou une famille d'accueil que s'il y a une décision judiciaire émise par un juge des enfants, ou bien s'il y a un accord entre les parents et le conseil général. Bon, souvent c'est sur décision judiciaire, et cette décision judiciaire, le problème c'est qu'elle part d'un bon sentiment. Lorsque la situation de l'enfant se révèle vraiment être chaotique et maltraitante au domicile, mais la réalité est tout autre. La réalité c'est qu'on place des enfants pour un oui et pour un non, souvent sous des prétextes qui font que moi, parfois, honnêtement, sur certains dossiers, j'ai les bras quand sont tombés. Bref. Mais ce dont je me suis rendu compte à la longue, c'est qu'on est dans un secteur où on devrait parler à longueur de journée d'objectifs éducatifs, puisqu'on nous confie la mission à l'équipe éducative d'accompagner cet enfant jusqu'à sa majorité et lui permettre d'avoir accès à la culture, aux loisirs, mais surtout à l'instruction, à un minimum. Et on se rend compte que finalement, l'objectif de la structure devient à chaque fin de placement de demander le placement, le prolongement de cette mesure d'1 an supplémentaire. Et ainsi de suite jusqu'à la majorité de l'enfant. Parce qu'il n'y a financement du conseil départemental que tant que la minorité de l'enfant est effective. Et voilà. Le jour de ses 18 ans, cet enfant à qui on a demandé chaque année au juge le prolongement de la mesure dans la structure ou la famille d'accueil, sans peut-être penser à d'autres alternatives comme un parent ressource dans la famille, paternelle ou maternelle. Ou tout simplement épauler les parents existants. Pour épauler les parents, c'est-à-dire faire travailler sur la médiation familiale, faire un vrai travail de médiation qui pousse les adultes à laisser de côté leurs griefs et leurs conflits parentaux pour se concentrer sur les responsabilités qu'ils ont maintenant tous les deux à assumer vis-à-vis de leurs enfants. Parce qu'on divorce ou on se sépare d'adultes, mais on ne divorce pas et on ne se sépare pas de ses enfants. Voilà. Et en plus, on est dans un pays où il y a une loi qui a été votée depuis 2002, le mois de mars 2002, et qui concerne la résidence alternée. Et normalement, ça devrait être le premier outil qu'utilisent les juges en cas de conflit et de séparation. Bon, tu as vu la PPA déposée par Nicole Sanker, là, et son assistante en juin dernier. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Monsieur Dupond-Moretti, nouveau garde des Sceaux? Est-ce que pour toi c'est un espoir ou qu'est-ce que tu en penses? Moi, honnêtement, je ne le connais pas personnellement. Je connais le personnage, et c'est vrai que quelqu'un qui fait autant peur à la nomenclature de la magistrature, non, mais c'est un fait, c'est un constat. Donc ça m'interpelle, parce que moi je suis bien trop habitué, en tant qu'éducateur spécialisé ou en tant que bénévole dans l'association où j'accompagne des papas et aussi des mamans, je suis bien trop placé pour savoir l'excès d'autoritarisme et souvent comment les magistrats sont hautains lorsqu'ils prennent des décisions et qu'on leur demande des explications et qu'ils veulent pas en donner malgré les constats et malgré les preuves. Donc ça m'étonne de voir ces gens-là habituellement très hautains, très sûrs d'eux, sans aucune autorité au-dessus d'eux, tout d'un coup avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose. Donc ça déjà, faut le reconnaître à Monsieur Dupond-Moretti, parce que avant lui, j'ai pas entendu parler ni vu un garde des Sceaux ou une garde des Sceaux qui inspire autant de méfiance et de peur à la magistrature. Voilà, ça c'est la première. Et la deuxième, il y a une chose avec laquelle je suis complètement d'accord avec lui. Quand je vois la pratique professionnelle des juges des enfants, des JAF, mais aussi de tout ce qui est avocat, avocate, services sociaux, à majorité, je vous le dis franchement, à majorité féminine. Vraiment à majorité féminine, c'est qu'il faut absolument une réforme de l'école nationale de la magistrature, parce que c'est pas possible d'avoir autant de magistrates qui, lorsque vous êtes un papa et que vous êtes amené à avoir des soucis avec votre maman pour la séparation, qu'elle soit d'entrée autant partisane. On attend d'un juge qu'il soit neutre, jamais partisan. Malheureusement, dans cette institution et dans cette fonction d'État, il y a une majorité de 80% de femmes.
Nous rappelons qu'en cas de séparation conflictuelle avec désaccord sur les modalités de garde, les derniers chiffres que nous avons de 2013 indiquent 8% de garde au papa, ça inclut les adolescents et les mères dysfonctionnantes, c'est-à-dire qu'en fait, dans les situations normales, on ne l'a absolument jamais si la mère n'est pas d'accord. Oui, non, mais les juges suivent, je te le dis en tant que professionnel, ce que j'ai vu, les juges suivent souvent l'avis qui est émis par leur rapport de l'association type UDAF ou CIDF ou services sociaux, qui souvent, à 9 cas sur 10, elle milite pour le fait que, en cas de séparation, les enfants doivent rester avec la mère. Point à la ligne. C'est la propriété de la mère. Comme si c'était des objets qui étaient propriété de la mère, alors que les enfants ne sont pas des objets. Les enfants sont des êtres humains qui ont des liens, on va dire familiaux, et pas qu'avec le papa, avec les grands-parents, avec les oncles, avec les cousins, avec les cousines, avec les amis de là où habitait papa, etc., ainsi de suite. Et on peut pas du jour au lendemain décréter dans son coin une corporation et une catégorie de femmes, décider que le père, comme le disaient les machos, et c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui, le machisme et l'extrémisme machiste. Ce qui me gave vraiment, c'est ça, c'est que aujourd'hui l'ironie, c'est que les femmes qui prétendent défendre les droits de la femme et de l'enfant tiennent le discours des machos. Voilà. En cas de séparation, le père, il est juste banquier et géniteur. Point. Après, l'éducation, la santé, l'accès aux loisirs, l'instruction, c'est l'affaire de maman. Point. Eh ben, nous ne sommes pas d'accord et nous irons le 5 septembre pour le dire sur les Champs-Élysées. Enfin, à l'Assemblée nationale, à côté des Champs-Élysées. C'est ça. Ok. C'est ça. Bah écoute, passe un bon été puis à bientôt. Ouais, ben à très bientôt, et puis surtout bonne fin d'été à toi aussi, et puis dans le contexte Covid-19 dans lequel on se trouve, qui vivra verra. Ouais. Hein, parce que là c'est un peu au jour le jour. Ouais, oui, c'est un peu au jour le jour. Pour nous. Allez, à bientôt. Au revoir. Allez, à bientôt. Ciao. Vous êtes sur RLP 102.3. Bon, et bien après réflexion, voici la position officielle de l'association Équité Parentale sur ce mouvement du 5 septembre. À la question, faut-il l'appuyer? La réponse est bien évidemment oui. Bien sûr qu'il faut appuyer, bien sûr qu'il faut y aller. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous passons notre temps à dénoncer, à critiquer, à reprocher à notre système toutes les atrocités et les horreurs que les parents qui se séparent subissent. Ce sont exactement nos thèmes, ce sont exactement nos lignes. En plus, c'est fait proprement et les gens qui s'en occupent sont valables. Ceux qui ont critiqué ce mouvement sont des idiots et ils n'ont absolument rien compris. Même s'ils n'étaient que 10, il faudrait en parler. S'ils sont plusieurs, beaucoup plus que ça, eh bien nous en parlerons aussi, parce que il faut expliquer, il faut dire aux gens, il faut pousser, parce que c'est absolument intolérable. Et quand c'est intolérable, souvenez-vous, les coupables sont ceux qui ne font rien. Il est hors de question de ne rien faire. J'appelle les gens à aller avec eux. On s'en fout qui est le logo, qui est pas le logo, qui est le nom. Il faut penser à nos gosses, il faut penser à nos enfants, et pour ça, il faut le faire ensemble. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer, et nous ferons une jolie image là, et on va appeler les organisateurs pour voir comment on pourra faire, mais il est évident que les bonnes volontés doivent être ensemble, et arrêtez de faire chacun vos trucs dans votre coin, bon sang. Allez, on y va, go! Vous êtes sur RLP 102.3. Pas de musique aujourd'hui car trop de contenu lié à l'actualité. Je présente d'ailleurs mes excuses à messieurs Jean Gabard et monsieur Zudas qui auraient dû faire partie de l'émission aujourd'hui, mais avec ce mouvement du 5 septembre, je suis obligé de décaler leurs interviews, de toute façon qui sont déjà enregistrées. Après tout ceci, nous allons parler de la PPL de Madame Nicole Sinker avec Raphaël Wittenberg de l'association Papa Outé qui nous vient de Polynésie, qui est avec nous depuis le 16 mai, effectivement, depuis les origines, qui avait répondu à notre appel. C'est d'ailleurs là que nous réalisons que une députée a manifesté avec nous ce jour-là, et donc non, cela n'a pas été inutile, et Raphaël, monsieur Wittenberg, va nous expliquer pourquoi. RLP 102.3, aujourd'hui avec Raphaël Wittenberg de la Polynésie française, de l'association Papa Outé. Raphaël, ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis heureux de t'avoir aujourd'hui parce que tu étais avec nous durant le 16 mai 2018, tu t'en souviens? Tout à fait, on avait répondu à votre appel et aussi pour soutenir en tout cas l'idée qu'on remette en avant l'égalité parentale par Philippe Latombe. Même si on n'était pas forcément tout à fait d'accord avec sa proposition de loi, on était là pour soutenir, oui.
Oui, et puis après, on a refait une action commune en février devant les préfectures pour l'égalité homme-femme, et notamment, vous, à Papa Outé, votre association, écoute, décris-nous un petit peu ton association, ce qu'elle fait, qui vous êtes et ce que vous faites. Vas-y. Alors nous, notre association a été fondée, bien sûr, d'abord sur des expériences, ou même, on va dire, des traumatismes personnels, pour ma part et celle de mon collègue Mathias Urban, avec qui on avait fondé l'association à l'époque. Mais quand on a fondé cette association, il nous a apparu qu'il y avait un problème à ce moment-là, comme il a pu apparaître avant aux autres, mais sur comment se passaient les jugements en affaires familiales au tribunal. Et donc du coup, on a travaillé à faire entendre la cause des enfants avant tout, et pas celle des papas, même si on était des papas. Mais notre bureau, on l'a fondé de façon paritaire, hommes-femmes, et on a vraiment axé notre discours, nos échanges sur l'intérêt de l'enfant, et que l'intérêt de l'enfant, au vu des études scientifiques qu'on avait pu trouver, etc., était dans la résidence alternée. Alors, tu m'as dit que chez vous, en Polynésie, il y a une députée qui s'appelle Madame Nicole Sanker. Voilà, nous, notre objectif dans l'association Papa Outé, c'est de faire changer la loi. Or, notre tribunal ici à Papeete, on est français, c'est la loi française. Donc, il fallait notre objectif est de faire changer la loi, au niveau national, pour que ça puisse retomber sur nous, en Polynésie française. Donc, du coup, on a pu rencontrer beaucoup de politiques locaux, ministre de la Famille, etc. et autres, mais aussi nos parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale. Donc on a 3 députés, Brotherson qui est un homme, Meina Sage qui est une femme, et Nicole Sanker qui est une femme aussi. Et donc Nicole Sanker a été très sensible en fait à notre cause de la résidence alternée, qu'elle trouve dans l'air du temps entre guillemets, mais aussi effectivement une cause juste et noble, et qui fait résonance aussi à sa propre histoire personnelle. Donc, elle a adhéré à l'association, elle est membre de notre association. Elle est venue nous soutenir lors du 16 mai 2018 devant le tribunal de Papeete. Et ensuite, nous avons cette chance incroyable en Polynésie de pouvoir justement interpeller et avoir des rencontres très facilement avec nos parlementaires, beaucoup plus qu'en métropole. Et d'avoir trouvé vraiment Nicole Sanker, c'est une chance incroyable. Et quand elle est rentrée sur Paris, elle a commencé à faire tout son travail d'audition, de différentes associations, différents organismes, différents experts en le domaine, etc., etc. Donc elle fait vraiment un gros travail. Et ensuite, avec le juriste du groupe parlementaire UDI dont elle fait partie, elle a pu proposer un projet de loi, une PPL, avec 2 articles. Le premier article mettant la résidence alternée comme principe de départ à séparation, ce qu'on appelle la présomption légale, et un deuxième article sur l'allongement justement du congé paternité jusqu'à 16 semaines sur un échelonnement sur 4 ans. Voilà. Et donc tout ce travail qu'on a pu faire avec elle et qu'elle a continué en métropole, grande fierté pour nous, pour la Polynésie française, de se dire que voilà, on a pu avoir la chance de trouver quelqu'un qui fasse le job, quoi. Et donc cette PPL a été faite, terminée, ficelée en septembre 2019. Et ensuite elle a fait commencer un peu à faire le tour pour voir un peu les sensibilités, si ça passait pas, etc. Elle a senti quand même des réticences. Elle devait la présenter en janvier 2020. Et puis ensuite il y a eu un petit recul, une attente. Il y avait les municipales aussi qui sont profilées pour elle, donc du coup elle s'est lancée là-dedans. Elle avait travaillé avec Madame Opelt. Elle avait travaillé avec Madame Opelt. Elle a rencontré. D'accord. Elle a rencontré, mais elle n'a pas travaillé spécialement avec elle. Hein. Oui. Elle a rencontré, ça c'est sûr. Après, voilà, je sais ce qu'elle a fait. On est en contact. Je sais pas forcément ce qu'elle a ressorti de façon personnelle des contacts humains, parce que tout ça est éminemment humain. On est dans un domaine politique, on essaie de faire avancer les choses, mais en même temps, chacun essaie aussi de faire avancer sa barque. Donc le collectif, quelquefois, est difficile à faire émerger là-dedans. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, la PPL qui a été posée en juin 2020 à l'Assemblée nationale par Sophie
Oconi, qui était aussi de l'UDI, et est en fait exactement la même que celle du travail en fait de Nicole Sanquer. Je pense qu'il y a eu une idée de pouvoir la poser assez vite aussi. On a gagné du temps par rapport aux fenêtres. Nicole Sanquer étant maintenant aussi en Polynésie, elle revient qu'en octobre, je pense en métropole. Et avec le confinement, toute cette histoire, en tout cas, c'est un travail collectif. Et l'origine est polynésienne, la fierté, on est très fiers de ça. Mais aujourd'hui, c'est reposé, on est vraiment très très heureux pour tout le monde. Et maintenant, on espère que ça puisse suivre son cours et surtout passer, quoi. Alors, est-ce que tu penses que cette PPL va être discutée alors que nous nous plaignons que celles d'avant ont été retirées avant discussion? Écoute, dans la société civile, quand même, on est, moi de ce que je vois autour de moi ici en Polynésie, et puis de ce que j'entends, bien que nous, ici on est moins dans le conflit qu'en métropole, je pense quand même. Mais voilà, je pense que il est temps de faire la bascule. Il est temps de faire la bascule pour et de décrocher en fait de cet ancien système. Plein de raisons. Je pense que la raison numéro 1, c'est qu'il y a beaucoup une automatisation en fait du système judiciaire un peu partout et que on perd beaucoup d'argent en fait. 65% des affaires traitées au tribunal sont liées à la famille et donc liées au conflit forcément. Donc on avancerait aussi beaucoup là-dessus. Je pense que le fait que le ministre de l'Intérieur Gérald donc Darmanin ait été laissé en place, bien que je crois fortement à la présomption d'innocence, ça c'est pas ça le problème, on va dire de façon politique et pragmatique et peut-être démagogique, peut-être soit c'est un mauvais choix, soit c'est un choix délibéré, mais en tout cas on peut dire que un féminisme dévoyé qui est contre l'égalité parentale ici ne sera pas entendu de toute façon. Alors effectivement, je vais le mettre en avant. J'apprécie et je ne suis pas surpris en fait que la voix de la défense de la famille et des enfants nous vienne d'outre-mer, car votre culture est extrêmement axée sur la famille, l'importance des liens familiaux, des grands-parents, des petits-enfants, de l'union en fait de la famille, comme on retrouve beaucoup dans ces pays. C'est ce que j'ai rencontré moi en Asie, et effectivement avoir la résolution des divorces qui à mon avis sont très rares chez vous d'ailleurs, mais qui doivent exister quand même à l'occidental, à la métropolitaine, doit vous heurter encore plus. Et je ne suis pas surpris que ce soit quelqu'un de chez vous qui fasse ce travail et qui l'amène à l'autre assemblée. Et à la limite, c'est bien, c'est très bien pour nous. Voilà. Petite chose, est-ce que tu sais quand il y a une fenêtre, là il y a une date pour ça, il y a un calendrier, quelque chose? Oui, alors de mémoire, de ce que j'ai compris, normalement la prochaine niche du groupe UDI, parce que c'est de ça dont il s'agit, elle est en mars, donc il faudra encore attendre. Maintenant, de ce que j'ai aussi compris, parce que je me suis entretenu avec Nicole Sanquer il y a 2 semaines, il y a pas longtemps, on a bien discuté de ça, justement, de où on en était. Voilà, c'est si les vents sont favorables et que quelque part ça peut avoir une adhésion transpartisane, ça peut mettre avant cette échéance, ça peut même passer d'ici la fin de l'année. Bon. C'est tout à fait faisable. À titre personnel, j'ai espoir que ça passe. Je pense que ça peut passer. Comme je disais, en fait, il y a aussi un député de la majorité En Marche qui a décidé de s'emparer de ce sujet-là, donc ça a l'air très porteur. Maintenant, est-ce qu'il va porter son propre projet aux dépens de celui-là, le projet de loi, ou soutenir celui qui est en place par le groupe UDI? Ça, c'est encore d'autres affaires dont on n'a pas les tenants et les aboutissants. Bon, c'est la politique politicienne après. Alors, ouais. Papa Outé en Polynésie française à Papeete. Est-ce que vous avez une actualité, des projets? Qu'est-ce qui va se passer pour vous bientôt? Pour l'instant, c'est vrai que nous, on a eu un démarrage et une activité de l'association très intense pendant 2 ans, parce que nous on existe depuis le 1er septembre 2017, donc ça fait le mois prochain ça va faire 3 ans, donc on est une association jeune. Voilà. Mais nous, c'était avant tout
porter un message et sur cette cause et pouvoir l'argumenter et sensibiliser nos parlementaires. Et c'est là où je dis que nous, on a eu cette chance, c'est que nos parlementaires sont beaucoup plus accessibles qu'en métropole. Ce qui fait que, donc du coup, on a été en vitesse turbo. Voilà. Aujourd'hui est posé et le travail a été fait depuis plus d'un an et demi, bien bon poids, par Nicole. Voilà. Donc en fait, maintenant, nous, c'était ça, surtout faire changer la loi. Alors, en ce moment, on est un peu plus en stand-by. Par rapport à ça, on attend justement un peu de voir comment ça évolue et on pense que il peut y avoir un travail encore à faire, même si cette loi est votée, ce qui peut être fait relativement rapidement en fait. Il y a malgré tout un travail d'accompagnement par rapport à ça qui peut être fait. Donc que le travail des associations ne soit plus dans la revendication d'un changement de la loi parce qu'il sera effectif, mais sur son application véritable et donc sur la compréhension en fait de certaines personnes encore à accepter ces violences alternées comme étant vraiment dans l'intérêt de l'enfant et pas comme quelque chose qui est imposé. Est-ce que ce document co-signé à 25 a été utile et utilisé dans ce processus? Le document tu parles du document argumentatif, là? Oui, tout à fait, qu'on a co-signé tous avec Thierry Berger, Madame Le Prince, toi, moi, un peu tout le monde, en fait. Oui, oui. Alors, ce document-là est venu bien après que Nicole Sanker se soit emparée de ce sujet et ait voulu vraiment changer la donne. Ça, c'est sûr. Elle a vu Thierry Berger, elle a vu d'autres Mani Papi Chagrin, elle a vu l'UNAF, elle a vu tout le monde, elle a vu vraiment, enfin tout le monde, beaucoup de monde, mais le travail était vraiment déjà engagé, voilà. Bon, ok. Mais ok, voilà. Écoute, si jamais tu la vois, tu lui diras que nous serions ravis d'avoir une députée dans notre émission de radio. Ça nous ferait vraiment un grand plaisir, ce serait un grand honneur. Si tu as la possibilité de lui dire, de lui faire passer ce message-là, nous en serions vraiment très heureux. Voilà. Très bien. Parce que je pense que elle a dû travailler le sujet et qu'il y a moyen d'en discuter avec elle, d'avoir son avis, d'en débattre, et ça peut être enrichissant pour nos auditeurs. Ok. Bon. Okay. Il fait beau à Papeete, c'est bon? Oui, il fait beau, il fait chaud. Ça va, oui. Ça va, on a beau temps, ouais. Et nous avons 12 heures d'écart. Écoute, je te laisse aller travailler, puis moi je vais aller à mes petites affaires aussi. Merci Raphaël, merci beaucoup. Est-ce que tu seras de la manifestation du 5 septembre? Non, on n'y sera pas le 5 septembre. D'abord, comme je l'ai dit, en fait, on a fait celle du 16 mai, on a fait celle du 16 janvier aussi. Et en fait, là, on est un peu dans l'expectative, donc on se mobilise pas trop en ce moment. Merci Raphaël, et puis bonne journée, merci. Mais je leur souhaite bon courage. Voilà. Absolument. Allez, au revoir, merci. Vous êtes sur RLP 102.3. Une émission donc bien remplie par l'actualité que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas le site internet équitéparentale.com avec les pages dédiées à toutes les manifestations, les coupures de presse et les photos. La page Facebook Association Équité Parentale au niveau national avec les sous-pages au niveau des départements qui sont toutes listées sur le site internet. Et rendez-vous donc vendredi prochain pour une autre émission avec un contenu peut-être influencé par l'actualité, mais qui dans tous les cas vous sera destiné comme nous le faisons habituellement. Voilà, portez-vous bien, soyez sages et à bientôt. Ciao.